Il y a des finales qui laissent des regrets, et puis il y a celles qui laissent une trace, presque une cicatrice dans la mémoire collective d'un peuple de supporters. Cette CAN-là, pour le Maroc, n'est pas juste une défaite, c'est une accumulation de choix, de signaux ignorés, de décisions discutables et de frustrations qui ne passent pas. Depuis cette finale, un débat revient sans cesse, pas seulement sur l'adversaire, pas seulement sur l'arbitrage, mais sur le leadership, sur la responsabilité, sur ce qu'on attend réellement d'un capitaine quand l'enjeu dépasse le simple fait d'être sur la pelouse. Parce que oui, le sujet dérange, oui, il divise. Et c'est précisément pour ça qu'il mérite d'être posé calmement, analysé à froid, sans haine, sans caricature, pas pour désigner un coupable facile, mais pour comprendre pourquoi ce Maroc-là, pourtant armé, n'a pas été jusqu'au bout. Dans la suite, on va parler d'un symbole fort, le brassard, et de ce qu'il implique quand la pression est maximale. Ce débat compte parce qu'il touche à quelque chose de fondamental dans le football international, la hiérarchie des responsabilités. Être capitaine, ce n'est pas seulement parler à l'arbitre ou motiver dans le tunnel, c'est savoir parfois s'effacer pour le bien du collectif, c'est accepter que l'équipe passe avant l'individu, même quand l'individu est une star mondiale. Dans cette CAN, le Maroc n'était pas une équipe sans solution, bien au contraire. Il y avait de la profondeur, de la polyvalence, des joueurs capables de changer un match sans faire de bruit. C'est un peu comme une équipe qui possède plusieurs clés pour ouvrir une porte, mais qui insiste toujours avec la même quand elle commence à coincer. Et c'est là que le malaise s'installe. Parce que quand tu regardes le parcours, certains signaux apparaissent très tôt, pas en finale, pas sur le dernier but encaissé. Mais dès les premiers matchs, quand certaines situations te font dire normalement ça, on ne le concède pas. Ce n'est pas une remise en cause du talent. Personne ne nie ce qu'un joueur comme Achraf Hakimi représente pour le football marocain. Son impact, son aura, son statut. Le problème est ailleurs. Il est dans l'écart entre ce qu'on attend d'un leader et ce que le terrain a parfois raconté. À l'inverse, certains profils ont donné une impression radicalement différente. Discret, constant, adaptable. Noussair Mazraoui, par exemple, a incarné cette fiabilité presque invisible, jouer à droite, à gauche, se recentrer, fermer un espace sans jamais sortir du cadre collectif. Et derrière, Yacine Bounou a longtemps masqué des déséquilibres par son calme et son sens du timing. Alors forcément, une question s'impose. Quand un joueur n'est pas dans des conditions optimales pour répondre aux exigences d'une compétition aussi intense, que doit-il faire? Insister ou transmettre le relais? Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet, pas avec des procès d'intention, mais avec une lecture terrain, action par action, parce que ce sont souvent les détails presque invisibles à vitesse réelle qui expliquent pourquoi une finale bascule. Dans la suite, on va voir comment ces choix se traduisent concrètement dans le jeu, dans les duels, dans les temps de retard et pourquoi certains moments auraient pu être évités autrement. Alors passons maintenant à ce que le terrain a réellement raconté parce que le football au final ne ment jamais très longtemps. Il exagère parfois, il punit sévèrement mais il révèle toujours quelque chose dès les premiers matchs. Avant même que la pression d'une finale ne s'installe, il y a eu des alertes, des micro-signaux. Des situations que seuls les yeux habitués repèrent, mais qui, accumulées, finissent par peser lourd. Contre la Tanzanie, par exemple, ce n'est pas une action anodine. C'est un duel perdu dans la profondeur, une prise de vitesse inhabituelle. À 100%, Achraf Hakimi ne se fait quasiment jamais éliminer de cette manière. Ce n'est pas une question de talent, mais de sensation. Le premier pas, l'explosivité, la confiance dans l'appui. Et ce jour-là, on a vu un joueur qui compense, qui anticipe moins, qui subit légèrement. C'est un peu comme une équipe qui joue avec un demi-temps de retard. Pas assez pour s'effondrer, mais suffisamment pour créer du danger là où il ne devrait pas y en avoir. Et le plus frappant, c'est que ces situations ne sont pas isolées. Contre le Cameroun, même scénario. Une erreur de marquage, une occasion franche concédée. Là encore, ça ne coûte pas cher au tableau d'affichage, mais ça coûte en maîtrise. En sérénité, en contrôle émotionnel. Le problème, ce n'est pas de faire une erreur. Tous les défenseurs en font. Le problème, c'est la répétition, toujours dans le même registre, gestion des duels, lecture de la profondeur, choix d'aller ou non au contact. Et dans une CAN où l'intensité est permanente, ces détails deviennent des failles. Maintenant, revenons à cette finale, parce que tout converge vers elle. Le contexte est lourd, la tension est maximale, chaque duel est un message envoyé à l'adversaire. Et sur l'action clé, celle qui change tout, il y a une décision cruciale, aller au duel physique ou temporiser. Face à un joueur comme Abdou Diallo, hypothèse de contexte, duel physique puissant, le choix est déterminant. Perdre ce duel, ce n'est pas seulement perdre un ballon,
C'est désorganiser un bloc, ouvrir un demi-espace, créer une situation de frappe dans une zone où tu ne dois jamais laisser respirer l'adversaire. Et c'est là que le rôle du capitaine devient central. Un capitaine ne joue pas seulement avec ses jambes, il joue avec sa lucidité. Il sait quand forcer et quand accepter ses limites du jour. Derrière, tout s'enchaîne trop vite. Le ballon arrive dans une zone dangereuse, le timing est mauvais, le pas est en retard. Et face à un joueur comme Pape Gueye, ce retard se paie cash. C'est un cadeau. Un demi-espace, une frappe possible et une défense qui n'a plus le temps de se réorganiser. La frustration est immense parce que cette action, beaucoup l'ont vu venir. Dès que le ballon arrive là, tu sais que ça peut basculer. Et c'est exactement pour ça que certains supporters ont eu ce sentiment de trahison sportive. Pas une trahison morale, une trahison de lecture. Celle où tu te dis, on aurait pu éviter ça autrement. Et c'est là que la comparaison revient. Presque naturellement, Noussair Mazraoui à 100%, dans ce contexte, ne joue pas ce duel de la même manière. Il temporise, il ferme l'angle, il force l'adversaire à rejouer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et en finale, l'efficacité vaut parfois plus que le prestige. Bien sûr, tout ne repose pas sur un seul joueur, ce serait trop simple. Le staff a sa part, les choix aussi. Un entraîneur doit parfois protéger un joueur contre lui-même. Mais quand tu portes le brassard, tu es censé sentir ces choses-là avant tout le monde. Dans la suite, on va prendre encore un peu de hauteur, on va parler des erreurs d'analyse fréquentes autour de cette CAN, de ce que beaucoup ont mal interprété et surtout de ce que cette histoire nous apprend sur le leadership en sélection nationale. Ce qui rend cette CAN encore plus difficile à digérer, ce sont aussi les erreurs de lecture qui ont suivi, celles qu'on entend partout, sur les réseaux, dans les débats chauds, parfois même dans certains médias, et pourtant elles passent à côté de l'essentiel. Première erreur fréquente, réduire toute critique à un manque de respect, critiquer une performance ou un choix n'est pas nier une carrière. Le football de sélection fonctionne sur des instantanés. Une CAN, ce n'est pas un CV, c'est un moment précis avec ses exigences propres. Dire qu'un joueur a raté son tournoi ne veut pas dire qu'il n'est pas grand. Ça veut dire qu'il n'a pas répondu cette fois-ci à ce que la situation demandait. Deuxième erreur, quoique vouloir jouer suffit. Dans le football moderne, l'envie ne remplace pas la lucidité. Beaucoup de joueurs veulent être sur le terrain, c'est normal. Mais le vrai leadership, c'est de savoir quand ton envie devient un risque pour l'équipe. C'est un peu comme un pressing mal coordonné. Individuellement, l'intention est bonne. Collectivement, ça ouvre un espace fatal. Troisième erreur, tout expliqué par l'arbitrage. Oui, il y a eu des décisions discutables. Oui, certaines actions auraient mérité d'aller plus loin dans le processus. Mais une équipe qui veut gagner une finale doit être capable de ne pas dépendre de ces zones grises. Le Maroc avait les moyens de tuer le match autrement, plus tôt, plus proprement. Maintenant, si on veut vraiment comprendre cette CAN, il faut se donner un protocole simple de lecture. Quand vous regardez un match du Maroc, observez toujours trois choses. D'abord, la gestion des premières minutes. Est-ce que l'équipe impose son rythme ou est-ce qu'elle subit les duels? Ensuite, les transitions défensives. Est-ce que les latéraux ferment vite ou est-ce que les demi-espaces s'ouvrent trop facilement? Enfin, les réactions émotionnelles après une occasion concédée, est-ce que le bloc reste compact ou est-ce qu'il se fissure pendant 2-3 minutes? Dans cette finale, les signaux d'alerte étaient visibles, pas forcément pour tout le monde, mais pour ceux qui regardaient au-delà du ballon. Pas de retard, un duel évité, un regard vers le banc. Ce sont des détails, mais une finale se joue souvent sur des détails. Il faut aussi parler des scénarios alternatifs et c'est là que le débat devient intéressant. Un autre choix au poste de latéral droit, une rotation plus assumée, un rôle différent, moins exposé. On ne saura jamais ce que ça aurait donné. Mais ce qu'on sait, c'est que le Maroc avait des options et ne pas les utiliser, c'est déjà un choix en soi. Pour savoir si une équipe est dans un bon jour, il y a des signaux très simples. Les duels gagnés sans faute, les relances propres sous pression, les appels défensifs coordonnés. Dans cette finale, ces indicateurs ont parfois clignoté orange puis rouge. Et quand ça arrive, le rôle du capitaine est justement de calmer, de temporiser, de sécuriser, pas de forcer. Alors oui, cette CAN restera une immense frustration. Oui, certains ne digéreront jamais cette finale et c'est normal. Le football, c'est aussi ça. Des histoires qui restent coincées dans la gorge. Mais il faut aussi transformer cette colère en compréhension, en exigence, en maturité collective. Petit rappel essentiel avant de conclure, aucune haine, aucun acharnement. Le football mérite des débats passionnés, pas des attaques personnelles. Les carrières se respectent, les hommes aussi. Et surtout, dans ce sport, il n'existe aucune certitude absolue. Si ce genre d'analyse vous parle, si vous aimez décortiquer le football au-delà du score, pensez à vous abonner, à liker et à partager vos arguments en commentaire. Le débat est ouvert tant qu'il reste intelligent.
Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin, comment le Maroc peut transformer cette frustration en force pour les prochaines compétitions. Parce que dans le football, une défaite bien comprise peut parfois être le début de quelque chose de très fort. Avant de refermer complètement ce dossier, il y a encore quelques questions que beaucoup se posent, parfois sans oser les formuler clairement. Pourquoi cette équipe a donné une impression d'imprévisibilité permanente? Parce qu'elle a souvent navigué entre deux états, une maîtrise collective impressionnante, puis par séquence des déséquilibres liés à des choix individuels. Quand tout est synchronisé, le Maroc est très difficile à jouer. Quand un seul maillon est en décalage, tout devient plus fragile. Pourquoi certains joueurs ont semblé intouchables malgré des signaux visibles? C'est une réalité du football international. Le statut pèse, l'expérience rassure. Mais une compétition courte comme la CAN ne pardonne pas la moindre approximation. Ce n'est pas injuste, c'est cruel. Et c'est justement pour ça que la gestion humaine est aussi importante que la gestion tactique. Est-ce que cette finale doit remettre en cause toute la hiérarchie? Non, absolument pas. Mais elle doit inviter à une réflexion profonde sur le rôle exact de chacun. Être leader, ce n'est pas seulement être le meilleur sur le papier. C'est être le plus utile à l'instant T dans le contexte précis du match. Pourquoi les performances en amical ou en club ne garantissent rien en sélection? Parce qu'une sélection, c'est une addition de contraintes, rythme inhabituel, pression nationale, automatisme plus fragile, récupération plus courte. Certains joueurs brillent en club et souffrent en tournoi. Ce n'est ni une honte, ni une anomalie. Si on se projette maintenant, il y a un vrai plan d'action pour le supporter expert. Sur une semaine, par exemple, revoir les matchs, pas pour le score, mais pour les déplacements sans ballon, identifier les séquences où le bloc est compact, repérer quand les latéraux montent ensemble ou quand l'un reste plus bas. Observer les réactions après un but encaissé. Ce sont ces détails-là qui racontent la vraie histoire d'une équipe. Et surtout, gardez une chose en tête. Le football n'est pas un tribunal, c'est un laboratoire permanent. Une CAN ratée n'efface pas le passé. Elle construit le futur, à condition d'en tirer les bonnes leçons. Dernier avertissement essentiel, pas de haine, pas de règlement de compte personnel. Le football appartient aux supporters, mais il se respecte. Vérifiez les sources, acceptez la nuance et rappelez-vous qu'aucun match n'est jamais écrit à l'avance. Merci à ceux qui suivent ces analyses jusqu'au bout. Continuez à débattre, à argumenter, à aimer ce jeu avec exigence et passion. Et très bientôt, on se retrouvera pour une nouvelle plongée tactique, toujours avec la même idée, comprendre le football pour mieux le vivre.